Alors la langue de bois, c'est cette façon de ne pas répondre aux questions posées, de pratiquer une pirouette. C'est quoi votre définition déjà ? Pour moi, c'est une façon de maîtriser sa parole pour mieux contrôler la pensée d'autrui. Alors ça prend toute une série de procédés, soit des phrases conventionnelles, soit comme vous venez de l'évoquer, des pirouettes pour éviter de répondre à des questions embarrassantes. Et donc en fait c'est un peu dans la panoplie qu'on pourra avoir logiquement chez un homme politique, c'est un peu logique. C'est logique, je ne sais pas si c'est logique, mais en tout cas, ça fait partie du discours habituel et depuis au moins 2 siècles. Et justement, vous avez étudié la langue de bois à travers les âges. Vous situez son départ en France autour de la Révolution, autour de 1789. Comment a-t-elle évolué depuis ? D'abord, je la situe au moment de la Révolution française parce que pour moi, il faut qu'il y ait, face aux hommes politiques, en quête de convaincre, une opinion publique. Alors, comment elle a évolué ? D'abord, il y a 2 types de langue de bois. Il y a la langue de bois totalitaire. Il y a, plus surprenant, la langue de bois des démocraties. C'est celle-ci, évidemment, qui aujourd'hui domine. Et cette langue de la démocratie a évolué, cette langue de bois de la démocratie, puisque dans les années 70, il s'agissait essentiellement d'une langue technocratique. Une langue faite de mots qu'on ne comprenait pas très bien, ce qu'on appelle un peu l'énalangue, et qui avait pour but un peu d'impressionner le public. Mais il a été tellement impressionné sur ce public, aussi. De l'embrouiller un peu, que cette langue est devenue complètement inaudible. Il a bien fallu en créer, ou en tout cas en faire évoluer une autre. Et aujourd'hui, la langue de bois, c'est la langue de l'émotion, et puis c'est la langue avec les mots de tous les jours. Et c'est assez caractéristique de l'ensemble de la manière de s'exprimer pour les hommes politiques dans une perspective purement de communication. Donc la langue de l'émotion, ça veut dire quoi exactement ? C'est le parler vrai, c'est le sentiment d'être proche des gens ? Voilà, je crois que le parler vrai, tous les hommes politiques nous expliquent que maintenant ils parlent vrai. Hein. Ouais. Je crois que le parler vrai est la nouvelle langue de bois d'aujourd'hui. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on utilise les mots ordinaires. C'est vrai que l'on fait référence à des histoires particulières, les histoires des gens ordinaires, mais pour autant, est-ce que les procédés ne sont pas finalement les mêmes ? Est-ce que quand on répond aux questions, on y répond toujours sincèrement ? Moi, je ne crois pas. En tout cas, ce que j'ai étudié montre que l'évitement est toujours une pratique, et peut-être plus que jamais une pratique habituelle de la langue politique. Quel est le champion aujourd'hui de la langue de bois, selon vous ? Alors ça, c'est une question. En France, par exemple. Ça, c'est une question piège, parce que chacun a un petit peu son style. Je dirais que le président de la République a inventé une nouvelle langue de bois, qui est justement la langue de bois de l'émotion. À l'inverse, Dominique de Villepin, par exemple, utilise très bien la langue de bois du panache, parce qu'une fois que vous l'avez écouté, que vous avez été impressionné par des mots qui sont des mots d'une certaine émotion, effectivement, vous apercevez que le discours manque un petit peu de contenu, en tout cas un peu de concret. Ouais. On va puiser dans l'actualité. Barack Obama et Hu Jintao, vous l'avez aperçu tout à l'heure, se déclarent prêts à tout faire pour que le sommet climatique de Copenhague du mois prochain soit un succès. On va les réécouter. Écoutez. Nous sommes convenus de travailler à un succès à Copenhague. Notre but n'est pas un accord partiel, ni une déclaration politique, mais plutôt un accord qui couvre toutes les questions dans les négociations et qui a un effet immédiat. Nous sommes tombés d'accord pour agir sur la base du principe des responsabilités communes mais différenciées, conformément à nos capacités respectives de travailler avec les autres parties concernées afin d'aider à faire émerger des résultats positifs de la conférence de Copenhague. Alors peut-on les croire quand on les écoute comme ça ? En tout cas, c'est typique du langage diplomatique, qui est l'une des variantes, parce qu'il y a plusieurs types de langue de bois. Une des variantes de la langue de bois, peut-être l'une des plus anciennes, celle qui a servi de modèle, en quelque sorte, en tout cas à une certaine langue technocratique. Moi, je suis surtout frappé par le vide de ce qui vient d'être dit. Oui. D'abord, ce sont des phrases interchangeables qui sont valables d'une certaine manière pour tous les déplacements diplomatiques. C'est une langue, le langage diplomatique est un langage très codé. Hein. Et évidemment, il y a le discours officiel et puis il y a ce qui se passe en coulisses. Ça, c'est ce qui est important.
Pour le reste, ce qui est dit était préparé tellement à l'avance que, quelle que soit l'issue du sommet, ces choses-là devaient être dites. Oui. Donc en fait, quand le sommet passera, finalement, ces phrases ne seront pas reniées, au fond. Non, elles ne seront pas reniées, puis elles pourront être réutilisées en d'autres circonstances. Vous évoquiez tout à l'heure les storytellers, c'est-à-dire ces gens qui racontaient des histoires. On se rappelle notamment de la campagne de George W. Bush qui a été très marquée par cette pratique. Est-ce que vous estimez que cette pratique fait aussi partie de la langue de bois ? Elle fait partie de la langue de bois dans la mesure où aujourd'hui, elle est, comme je le disais tout à l'heure, une langue de l'émotion. Et raconter son histoire personnelle et mêler son histoire personnelle à celle des autres, à un autre récit de vie, crée de l'émotion. Et d'une certaine manière, la langue se fige, parce qu'on utilise toujours les mêmes mots pour raconter son histoire personnelle. Mais est-ce qu'on est pour autant dans la vérité? On est au moins dans le demi-mensonge. Oui, mais on peut être dans la vérité, dans la mesure où ça peut être la vraie histoire des personnes concernées. Oui, c'est une vraie histoire, mais c'est une histoire assez épurée. Je dis, on retient ce qui arrange et puis on écarte évidemment ce qui est beaucoup plus embarrassant. Ouais. Je vous propose maintenant une autre intervention, celle du Premier ministre pakistanais, qu'on a entendu également un peu plus tôt dans le journal, et vous réagissez juste après. Nous sommes gênés quand nous voyons que les combats vous ont obligé à fuir et à habiter dans ces abris de fortune, à une époque où l'homme peut aller sur la Lune. Ce n'est pas bon. Vous avez droit à prendre part au progrès, comme le reste du monde. Mais c'était la seule façon d'éliminer ceux qui s'étaient infiltrés parmi vous pour détruire la paix. Ah, vous avez entendu? Quels sont les mots-clés? Ah bah c'est notamment la Lune. Oui, l'évocation de la Lune. Oui, mais c'est l'évocation de la Lune, mais c'est au fond une langue assez démagogique. C'est surtout ça. On commence par flatter son auditeur, mais en fait, toutes les décisions ont été prises et tout s'est précisément retourné contre l'auditeur. On vous flatte, mais pourquoi faire? Pas grand-chose. Et la flatterie est l'une des catégories les plus classiques de la langue de bois depuis 2 siècles. Est-ce que la langue de bois est plus facile à pratiquer dans les démocraties que dans les dictatures? Non, au contraire. Dans les dictatures, c'est beaucoup plus facile, puisque de toute façon, il n'y a pas de langage concurrent. Donc, on peut imposer, parce que dans les dictatures, c'est une langue de propagande. Donc, et elle est d'ailleurs beaucoup plus fixée sur des codes précis, sur des signes précis. Alors mais il n'y a pas une volonté finalement de tromper, puisque de toute façon on sait déjà où on va. Mais si, il y a une volonté de tromper. Il y a une volonté de tromper parce que il y a la volonté de contrôler les esprits, de faire en sorte que, au bout du compte, vous ne puissiez pas. C'est la langue d'Orwell, c'est la langue de 1984, que vous n'ayez pas la possibilité de réfléchir. En démocratie, c'est pas exactement la même chose. En démocratie, il s'agit de. Pourquoi on s'exprime en langage de langue de bois en démocratie? Parce que les hommes politiques sont obligés de s'exprimer. Ils sont obligés de s'exprimer parce que c'est une exigence démocratique. Sauf que ils n'en ont pas toujours envie. Et dans les situations embarrassantes, ils doivent trouver des biais pour pouvoir s'en sortir. En France, il y a un homme politique, Jean-François Copé, parlementaire, maire d'une grande ville de banlieue, qui a publié il y a 3 ans un livre « Promis, j'arrête la langue de bois », je crois. Est-ce qu'il y a un aveu en soi, de votre point de vue? C'est évidemment, c'est un aveu. Il nous explique qu'il la pratiquait. Alors, moi, ce qui m'a amusé... Mais vous y croyez? Il a tenu une promesse? Justement, je suis allé voir un petit peu ce qu'il en était en 2006 lorsqu'il a sorti ce livre. Je n'ai rien contre Jean-François Copé, mais c'était évidemment assez amusant. Et il se trouve que lorsqu'il sort son livre, en 2006, on est en pleine crise du CPE. Et il est porte-parole du gouvernement. Donc il doit aller sur les plateaux de télévision, à la fois pour vendre son livre et pour défendre la politique du gouvernement. Et là, à chaque émission, on le prend précisément en flagrant délit de langue de bois. C'est la situation qui crée cette pratique. Merci, Christian Delporte, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle votre ouvrage, Une histoire de la langue de bois, paru chez Flammarion. Merci.